Donc, la première question que je vais vous demander, ce sera d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux sur votre rôle et votre historique au sein déjà d'une de ce département et au sein du sport d'hiver et de la montagne en général. En fait, donc Michel et moi nous appartenons à l'unité économique du tourisme de la sous-direction du tourisme, qui participe à l'élaboration de la politique de l'État en matière de tourisme. Et on travaille notamment sur les modèles économiques des entreprises du tourisme. Et à ce titre, donc, on a été amené à s'intéresser d'une part aux résidences de tourisme et également à un certain nombre de réflexions sur la rénovation de l'immobilier touristique en montagne. Voilà, donc peut-être on parlera tout à l'heure des travaux et des rapports auxquels on a contribué ou qu'on a animé sur ces questions, sachant que donc notre unité travaille sur les problématiques économiques des entreprises du tourisme, que ce soit les agences de voyage. On est actuellement sur le dossier Airbnb, qui est aussi un opérateur de la montagne, et également on est en relation aussi avec la Caisse des dépôts, qui est un opérateur de l'immobilier de loisirs, y compris en montagne. Donc voilà effectivement nos connexions avec cette problématique, plutôt immobilier de loisirs, pas nécessairement montagne, mais on vous indiquera des contacts possibles sur ces sujets plus précis pour éclairer votre problématique. Michel, je ne sais pas si tu veux rajouter. Non, pas du tout. On est une toute petite unité, on est 3 personnes sur ce volet, vraiment économique du tourisme, sachant qu'il y a une autre équipe qui est beaucoup plus juridique sur le code du tourisme, mais également il y a un troisième, pôle de réflexion au sein de la sous-direction du tourisme. Il y a actuellement à peu près une trentaine d'agents sur la structuration des filières touristiques. Alors, sachant que la montagne relève plutôt pour nous de l'hébergement touristique plus que des filières en tant que telles. Mais effectivement, il faudra, pour développer la montagne en été, avoir une saison touristique plus longue, développer de nouvelles filières, dont le vélotourisme, l'écotourisme, le slow-tourisme, un tourisme de randonnée, d'itinérance. Donc il y a toutes ces réflexions un peu sur la création de nouveaux produits touristiques, effectivement, autour de la montagne. Enfin, comme sont plutôt mes collègues qui les suivent. Éventuellement, si vous voulez avoir un entretien avec eux, on peut faciliter les choses. Voilà. On a déjà pas mal d'éléments sur ce volet rénovation de l'immobilier de loisirs et également sur le problème du tourisme durable et de l'adaptation des infrastructures en montagne. C'est vrai que c'est un sujet que vous l'abordez, vous le découvrez, qui est assez, je ne sais pas qu'il est nouveau, il devient de plus en plus important. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas réellement de réponse stratégique à la fois de l'État et des collectivités locales. C'est un peu un processus de recherche au niveau des stations de tourisme pour essayer de penser effectivement la montagne dans un cadre de réchauffement climatique. On est vraiment dans une prospective plus que dans des actions concrètes ou même une politique vraiment établie. D'accord. Alors justement, avant de partir un peu plus dans le détail, vous, de ce que j'ai compris, vous êtes donc vraiment spécialisé dans le tourisme, dans le loisir, dans l'immobilier de loisirs. On suit ce domaine comme d'autres, mais disons qu'on a une certaine connaissance à la fois des intervenants, des opérateurs, pour le compte de l'État, effectivement. D'accord, mais vous seriez capable de me parler autant du littoral, que de me parler de la campagne, que de me parler de la montagne. Oui, on a quelques milliards sur le sujet. Enfin, on a, du fait de notre observation de ce terrain économique, surtout des références qu'on pourra vous indiquer, de rapports plus précis sur ce sujet. Notamment, il y a une réflexion de la Cour des comptes, un rapport sur les stations de montagne qu'il vous faut absolument avoir. Il est d'ailleurs public, c'est un rapport public de la Cour des comptes. Michel, on pourra le communiquer. Oui. Est-ce que je dis votre prénom, c'est Rodolphe. On pourra vous le communiquer. C'est un rapport sur les stations des Alpes du Nord qui a été rendu par la Cour des comptes l'année dernière. Qui notamment met l'accent sur les problématiques des stations aujourd'hui. J'essaierai de le chercher, peut-être qu'on l'a... Ça, c'est un rapport fondamental. Il faut absolument que vous l'intégriez dans votre rapport, dans votre mémoire, parce qu'il y a vraiment des pistes. La Cour des comptes fait des constats, mais elle note bien qu'il y a une inadaptation croissante des stations de montagne par rapport aux indices déjà de plus en plus flagrants du réchauffement climatique, et donc la nécessité d'une adaptation complète des modèles économiques. Elle ne donne pas des solutions, mais tout un axe de développement qui avait été suivi, on va dire, les 30 dernières années est presque déjà révolu. Il faut vraiment penser un nouvel environnement en montagne, un nouveau projet d'investissement basé effectivement sur le durable et permettant une utilisation, une valorisation
de la montagne sur des durées plus longues, pas nécessairement liées au ski. Et plus une économie des ressources. Or, les canons à neige, notamment, sont très consommateurs en eau. On voit bien qu'on arrive au bout d'un modèle économique qui devient de plus en plus critique sur le plan écologique, y compris en termes d'infrastructures nouvelles. C'est dit, je crois, de manière assez claire, mais pour aussi creuser cette réflexion immobilière, il est quasiment, sauf exception, on ne peut plus construire en montagne. D'ailleurs, c'est même pas souhaitable. Donc, et par ailleurs, les stations en haut des pistes sont de véritables passoires climatiques, plus tous les dégâts environnementaux. Donc là aussi, tout ce modèle français de l'immobilier en bas des pistes devient de plus en plus problématique. D'où également la nécessité de revoir tout le modèle de l'immobilier de montagne, ou tout au moins d'utiliser les infrastructures existantes pour éviter de construire encore davantage. Même si des maires ou des stations ont encore un potentiel de construction qu'il faut peut-être promouvoir, mais dans des limites qui seront de plus en plus contraintes. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut utiliser le capital existant, le rénover, et par exemple, alors effectivement, avec de nouveaux modèles économiques ou de nouvelles possibilités offertes par la technologie. Donc, le fait par exemple qu'Airbnb soit un acteur de la montagne, là c'est une évolution positive qui permet de mettre plus de capacité d'accueil et d'hébergement au profit des touristes sans nécessairement construire davantage. Voilà, il faut utiliser ces solutions économiques dans tous les domaines. D'accord. C'est un peu notre vision des choses. Alors, excusez-moi, je vais vous ralentir juste une petite seconde parce que vous êtes en plein dans le cœur du sujet et très précis, mais je voudrais juste prendre d'abord une perspective un peu plus large. Ces problématiques justement dont vous me parlez dans la montagne, donc qui touchent par exemple l'arrivée d'un nouveau modèle de tourisme avec le tourisme durable dont vous m'avez parlé, etc. Est-ce que ce sont déjà en premier lieu des dynamiques qu'on retrouve partout en France aujourd'hui et qui sont juste des dynamiques du marché, du tourisme mondial, ou est-ce qu'on pourrait dire que vraiment ça touche particulièrement le milieu de la montagne aujourd'hui? Je pense que Michel, tu dois répondre là-dessus. Non, c'est général. Donc, mais effectivement, comme l'a relevé la Cour des comptes, il y a peu de stations, qu'elles soient littorales ou montagne, qui intègrent le développement durable dans leur stratégie de développement. D'accord. Et que quelques cas, par exemple, comme la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, qui l'a intégré, mais sinon, en fait, on fait marcher le business, mais il n'y a pas de réflexion à long terme du développement des stations. D'accord. Oui, ça manque un peu de vision pas, sur... Quand on élabore la stratégie, quand il y en a une de la station, on n'intègre pas encore, ce qu'a relevé la Cour des comptes, le développement durable, du tourisme durable dedans. D'accord. Voilà, c'est vraiment une problématique naissante qui préoccupe de plus en plus les acteurs du tourisme en général, y compris dans tous les domaines, y compris sur le littoral ou dans le monde rural. Il n'y a pas vraiment de réflexion plus avancée, je crois, en montagne. Mais ça devient, le rapport de la Cour des comptes note bien la nécessité d'infléchir totalement le modèle économique. Donc effectivement, il y a des stations qui en sont de plus en plus conscientes, et c'était un peu le sens vous verrez, je ne sais pas si vous avez suivi, de l'initiative qu'a pris le ministre du Tourisme, M. Lemoine, le ministre chargé du Tourisme, pour définir, en lien avec Atout France, donc notre opérateur promotion touristique en France. J'ai entendu parler d'Atout France. Voilà, et la caisse, il faut aussi citer Atout France, mais je vous donnerai des références. Et la Caisse des dépôts. Il y a une expérimentation à cours dans 13 stations, donc de mémoire 10 littorales et 10 stations en montagne et 3 sur le littoral, pour essayer d'apporter une ingénierie en termes d'études, de réflexion, pour penser précisément ce développement des stations. C'est pas un truc qui s'appelle YouSalp? Non, ça s'appelle France Tourisme Ingénierie FTI. D'accord, c'est pas ce que j'avais en tête. C'est hébergé par Atout. Alors ça aussi, ça pourra vous communiquer. Ça fait partie de l'actualité. Il y a un point qu'il faut voir. Donc, le rapport de la Cour des comptes, c'est fondamental. Ça, il faut que vous le citiez, que vraiment vous puissiez vous en inspirer, le citer largement. En plus, il est relativement récent, même s'il porte sur une période, je crois 2012-2018. Oui, c'est ça, et ça concerne que les stations des Alpes du Nord, mais bon, c'est représentatif des problèmes de la montagne. Voilà, c'est tout à fait transposable sur les Pyrénées, sans aucun doute. Ça parle de la gouvernance, des problèmes de modification du climat. Mais ça me dit vraiment quelque chose, parce que j'ai des documents étatiques. Ensuite, sur la réflexion des pouvoirs publics, notamment parce qu'on voit bien que une des conséquences de cette réflexion maintenant sur le développement durable, c'est de dire on peut
quasiment plus construire, ou même c'est même pas souhaitable. Et donc il faut, en tout cas en haute altitude, et donc, sauf exception là encore, bien sûr, et donc il faut essayer d'utiliser le capital existant et naturellement de rénover l'existant. D'où des réflexions en cours depuis plusieurs années sur éventuellement des crédits d'impôt ou un accompagnement fiscal ou une aide publique, ou une intervention publique en général, sur tout ce qui est rénovation de l'immobilier de loisirs. Parce que tous ces bâtiments construits dans les années 80 ça se révèlent des passoires thermiques extrêmement chers en termes d'exploitation. Et donc il y a nécessité de vraiment déjà d'isoler et de réadapter cet immobilier en montagne. Ça, c'est une préoccupation. Je pense que vous avez dû quand même la voir dans les études que vous avez pu conduire. Le parc immobilier, il est vétuste aujourd'hui. Il y a aussi il y a eu beaucoup de... Enfin, je pense qu'il faut le dire clairement. Il y a eu aussi beaucoup d'agit-prop, enfin de plaidoyer pour qu'il y ait une aide massive de l'État, qui n'est pas nécessairement nécessaire, et qui n'est pas absolument nécessaire. D'où la prudence des Bercy et de l'Inspection générale des finances, comme d'ailleurs du Conseil, du Conseil général pour le développement durable, qui consiste à dire tout va reposer sur l'investissement privé, il faut rénover, mais dans le contexte des taux d'intérêt assez bas, il y a un potentiel pour les propriétaires en particulier à rénover et à trouver une rentabilité. Donc on n'est pas nécessairement favorable à un dispositif massif d'aide fiscale. La montagne doit trouver sa propre, comme le reste d'ailleurs, le littoral aussi, doit trouver sa propre rentabilité touristique à travers un investissement privé. Puisque la plupart des acteurs sont privés, même si il y a pu avoir au départ des initiatives publiques. Voilà un peu quelle est l'idée un peu stratégique qu'on a, qui consiste à dire rénovation, oui, adaptation au changement climatique, oui, mais ça passera par un investissement privé avant tout. D'accord. Voilà, ça c'est un peu l'idée. C'est une idée générale, mais en même temps, il n'y a pas nécessairement d'engagement public à ce stade. Alors, on peut peut-être nous reprocher en disant, s'il y a un objectif public, pourquoi ne pas être des moyens? C'est-à-dire qu'il faut relativiser les choses. D'abord, cet immobilier doit être rénové, mais il n'est pas nécessairement obsolète. Les résidences de tourisme, quand même, accueillent énormément de personnes au cours de la montagne en hiver. Idem pour l'hôtellerie. Il faut simplement adapter cet immobilier, mais l'investissement privé aujourd'hui peut le faire. D'accord. Voilà, c'est un peu notre position côté Bercy. D'autres ont peut-être des visions différentes. Alors, je vais juste, excusez-moi, je vais faire une petite chose quand même, parce que j'ai peur de mal vous entendre sur l'ordinateur ici. Moi je parle peut-être un peu bas, mais... Non, vous en faites pas, c'est que je suis un peu éloigné. Je vais juste rajouter un autre... mon téléphone ici au cas où. Comme ça, on sait jamais. Si tu as ces stades... Oui, en introduction, peut-être pour répondre à votre demande, le cadrage général un peu du secteur au niveau de l'économie française, donc c'est un secteur majeur, puisqu'il y a un chiffre d'affaires qui est le sport d'hiver, qui est évalué à environ 9 milliards par an. Donc, la France a le premier domaine skiable avec les États-Unis. On est dans les États-Unis en tant que domaine skiable. D'accord. C'est un des points forts de la France, la montagne. Ça emploie 120 000 personnes avec beaucoup de saisonniers. Et on dénombre environ 350 stations de montagne été-hiver. Donc c'est une composante importante de l'économie française, et notamment du tourisme. Alors que, comme l'a dit Jean-Pierre, ce qu'on a déjà évoqué, donc ces stations, il y a plusieurs défis. Il y a celui dont on a parlé, qui est le changement climatique, qui pose des problèmes d'enneigement. Donc, on estime aujourd'hui l'altitude critique, c'est autour de 1000 mètres. C'est-à-dire qu'en dessous de 1000 mètres, les périodes d'enneigement vont devenir de plus en plus rares. Et même autour de 1000 mètres, il y a quand même déjà une variabilité de l'enneigement, puisque c'est aléatoire, c'est de la nature. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a, comme le dit Jean-Pierre, il y a tout ce qui est l'hébergement touristique qui est maintenant ancien, puisque c'était une politique de l'État des années 70 qui a été mise en place. Donc c'était le plan neige, c'est ça Voilà, notamment, ça a commencé les années 60, 70, c'est un peu pour que le maximum de personnes puissent aller à la neige. Après, il y a eu l'expansion du secteur de résidence de tourisme. Donc si vous voulez développer un volet immobilier, pour vous faire passer des éléments là-dessus, il faut quand même regarder, ça peut-être c'est dit, je pense, dans le rapport, parce qu'il y a deux rapports importants que j'ai cités, la Cour des comptes d'un côté, et puis par ailleurs, donc, il y a un rapport plus technique qu'on a réalisé sur la rénovation de l'immobilier de loisirs. Il y a eu beaucoup de rapports successifs, peut-être c'est pas la peine de tout regarder dans le passé, mais on peut vous communiquer le rapport de l'Inspection générale des finances et du Conseil général du développement durable sur précisément la problématique de la rénovation de l'immobilier de loisirs, sur laquelle on est très prudent quant à la demande des opérateurs donc, de ce marché, notamment de l'immobilier dans la montagne, d'avoir une aide de l'État. Mais il n'empêche que, effectivement, à la base, pour développer cet immobilier, il y a eu effectivement
notamment beaucoup de résidences de tourisme qui ont été construites. Donc c'est vraiment un domaine particulier où il y a eu appel à l'investissement des particuliers pour acheter des appartements qui ensuite ont été loués via des baux commerciaux à des opérateurs immobiliers. D'accord. Ce système a permis effectivement de faire appel à de l'épargne privée pour développer l'immobilier de loisirs en montagne. Il y a eu quand même quelques effets négatifs, puisque on va dire que tout le pouvoir de gestion a été donné précisément aux gestionnaires de ces résidences, et il n'y a pas eu nécessairement, ça s'est pas révélé parfois un investissement rentable pour les particuliers, notamment parce que ça a été fait parfois dans les stations de basse altitude. Il y a eu toutes les altitudes ont été concernées. Pour ceux qui ont investi dans les stations, on va dire de basse ou moyenne altitude, là, il y a actuellement de réels problèmes liés à la rentabilité de ces investissements. D'accord. Voilà, donc effectivement, on peut penser que la basse montagne devra trouver une autre valorisation touristique que le ski. Alors, justement, dans ce cas, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que c'est très intéressant en lien avec mes autres entretiens. Le premier, c'est que on avait vu qu'il y avait quand même une grosse gouvernance de la part de l'État français sur le territoire montagneux. Il y a une forte présence de l'État. Et c'est pour ça que ça m'étonne ce que vous me dites par rapport au développement immobilier, comme quoi l'État justement essaie de... Ah non, mais l'État a aidé pendant 20 ans. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit que ce modèle d'expansion et de bétonnage de la montagne n'est plus durable. Basé sur la réduction fiscale, ça c'est Après, il y a une aide, effectivement, qui a produit des effets pervers, parce qu'on a construit un peu n'importe comment, dans des stations qui n'étaient pas nécessairement... qui sont révélées parfois peu rentables, et il vaut mieux... dont il n'y a pas nécessairement de surcapacité en montagne, mais il faut en tout cas maintenant utiliser le capital existant. Donc effectivement, on est beaucoup plus prudent sur une politique d'expansion immobilière, surtout avec ce modèle au pied des pistes, ce qui reposait sur l'investissement dans la remontée mécanique avec l'immobilier au bas des pistes. Là, pour le coup, ça va devenir de plus en plus compliqué à rentabiliser, sauf dans des stations, mais évidemment... suffisamment en haute altitude pour pérenniser ce modèle. Oui, parce que c'est difficile justement aujourd'hui de construire plus d'immobilier, de rajouter des nouvelles remontées mécaniques. Aujourd'hui, c'est un peu... J'ai des gens qui m'ont dit que c'était un marché qui était arrivé à maturité. Exactement. Et qui aujourd'hui était en tassement complet. Qu'on attend d'ailleurs peut-être un peu la baisse justement de régime ou le maintien, mais que c'est un peu difficile d'entrevoir une croissance réelle pour ces marchés-là. Moi, dans ce cas-là, l'autre question que j'aurais, c'est, il semble évident aujourd'hui, avec tous les éléments qu'on a, qu'en effet, les stations de basse et de moyenne altitude, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller vers un modèle multi-saisonnier, avec multi-activités, et de se défaire un peu du ski au niveau de leur dépendance économique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut aussi dire à propos des stations de haute altitude, ou est-ce qu'elles sont encore assez safe pour reposer sur ce modèle encore et miser encore sur ce modèle dans leur développement, dans leur investissement, etc. Les stations de haute altitude, c'est déjà moins concerné par les problèmes d'enneigement a priori. Ce qui s'est passé, on parlait tout à l'heure de l'altitude de 1000 mètres, beaucoup de pistes ont été déplacées vers la hauteur, notamment les stations qui avaient des pistes, par exemple à 1500, 1600, ils ont remonté justement, et donc avec des investissements importants. La montagne est bien sûr concernée par le nouveau modèle, mais elle est moins concernée par l'enneigement que la basse montagne. Donc vous avez par exemple l'exemple de la Drôme, c'est un département plutôt de basse montagne, qui a engagé un plan de réorganisation de ces stations et qui notamment a fermé des stations de sport d'hiver parce qu'elles sont trop basses. Ouais. Pour reprendre le plan de la Drôme. Oui, où j'ai Madame Delogère justement qui m'avait parlé, qui m'avait donné deux exemples, un assez nouveau et un vraiment frappant. Le nouveau, c'était les Pyrénées, qui du coup, elles, ont vraiment une compétition accrue. Et d'ailleurs, ce qui est nouveau, c'est non seulement les compétitions maintenant internationales avec les autres pays, mais c'est aussi les compétitions entre chaque massif en France qui deviennent, de ce que j'ai cru comprendre, de plus en plus difficiles. Sur mes 3 points, j'avais pas fini tout à l'heure, donc il y avait le changement climatique, qui est un défi. Le deuxième défi, ce dont vient de parler Jean-Pierre longuement, c'est tout le parc ancien de l'hébergement touristique, qui pose des problèmes d'esthétique, d'adaptation aux attentes de la clientèle, et des problèmes énergétiques, parce que la plupart du temps, ce sont des passoires énergétiques. Et le troisième défi, c'est effectivement la concurrence, puisque notamment, il y a d'autres pays que nous qui proposent, même si, comme je l'ai dit, on a un parc très important. Un pays comme l'Autriche, par exemple, c'est un pays de montagne qui est pas très loin de nous en termes
de séjour à la montagne D'accord. touristique. Et en termes de domaine skiable et tout. L'Italie, mais surtout l'Autriche qui est quand même qui a une culture vraiment. L'Italie c'est plus concentré dans le nord, l'Autriche c'est vraiment un pays alpin qui a une culture du ski. Oui, un peu comme la Suisse par exemple. Voilà, l'Allemagne aussi. L'Allemagne moins, c'est vraiment l'Allemagne, il y a vraiment le sud, la Bavière, l'Autriche, la Suisse c'est un peu plus cher, mais l'Autriche c'est vraiment c'est une culture comme les Norvégiens, la culture du ski de fond, les Autrichiens, la culture du ski alpin. C'est vrai qu'au cours de nos recherches, on entend vraiment souvent ces trois noms sortir qui sont donc Autriche, Italie, Suisse, avec Zermatt aussi, tout ça. Voilà, oui, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un marché aujourd'hui, et c'était monsieur Braque de la Perrière qui m'avait dit ça, c'était qu'aujourd'hui il n'y avait plus un marché national du ski, il y avait un marché européen. C'était mon troisième point. Donc ce qui nécessite donc, le parc ancien qui va être rénové, et puis la concurrence fait, la question que vous posez, c'est quel développement pour les stations, c'est-à-dire quelle clientèle ils vont aller chercher. Voilà, c'est un peu ça. Et donc la répartition été-hiver et quel type d'activité on va proposer. Et on constate notamment qu'il y a un recul de la pratique du ski en nombre d'heures. Donc même le skieur émérite qui vient tous les ans, il pratique moins le ski qu'il y a quelques années, et donc il va vouloir avoir d'autres services, d'autres activités dans les stations. Donc la diversification, y compris pendant la saison d'hiver. Donc il peut être la gastronomie, la découverte culturelle, le bien-être aussi qui se développe, etc. Mais alors, est-ce que justement la baisse d'activité de ce skieur émérite, elle est due à un changement de marché, internet, je sais pas, ou est-ce qu'elle est due à la neige, justement, au manque d'enneigement? Non, puis je pense aussi les attentes des touristes. Donc les touristes ne viennent pas que skier des heures, il va pratiquer sa passion, mais en même temps il voudra faire autre chose. Dans la station en dehors des heures de ski. Oui, c'est les perspectives qui s'ouvrent et voilà. l'approche que les gens ont du ski qui n'est plus seulement la simple activité 100% bourrin sur les pistes, machin, mais où on va profiter un peu de la semaine et l'ouverture des centres aqualudiques, etc. Aussi pour la France, c'est que il y a des études qui montrent que c'est un sport qui est quand même réservé aux classes aisées, donc pousse le renouvellement des générations de touristes. Puisque la pratique du ski, il va falloir aussi l'entretenir pour avoir des nouveaux clients à l'avenir. Et donc, notamment, il y a des études qui montrent quand le revenu mensuel, c'est dans les 3 600 €, le touriste moyen qui va au ski. D'accord. On voit que ça vise... donc les classes de neige marchent moins bien qu'avant, donc pose le problème de la pratique du ski avec de nouvelles générations. Est-ce qu'elles seront attirées par la pratique du ski? Alors oui, et c'est vrai que là aussi d'ailleurs j'ai eu pas mal de commentaires de la part des personnes que avec lesquelles je me suis entretenu avant, qui étaient que d'après elles, l'État se délaisse en fait, ne laisse plus la place aujourd'hui aux classes de neige, se désinvestit complètement des classes de neige, et pour certaines personnes comme Monsieur de la Perrière justement, c'est un vrai risque pour le futur des stations de ski, parce qu'on n'est pas en train de former une nouvelle génération de clients tout simplement qui vont venir ici. En sachant qu'aujourd'hui on estime qu'il y a 25% de skieurs étrangers et le reste c'est quand même des nationaux. Donc après c'est pour ça que quand les nouveaux développements des stations, quelle stratégie on va adopter, quelle clientèle on va aller chercher. Donc si on vise la clientèle française, il y aura des problèmes de pouvoir d'achat, donc qui est important. Et si on vise la clientèle étrangère, ce sera toujours le cas. Il y a aussi la mise en concurrence avec... et là, c'est la qualité des prestations de services, etc., qui devient problématique. Voilà, dont l'hébergement, on en a parlé tout à l'heure. D'accord. Et est-ce que vous voyez dans ce cas-là, du coup, avec tous ces risques, tous ces nouveaux éléments à prendre en compte pour les stations, toutes ces choses à faire, au final, pour être compétitif aujourd'hui sur le marché, est-ce que vous voyez des stations qui, a priori, sont dans la bonne direction, montrent qu'elles sont sur un bon modèle à ce niveau-là et qu'elles deviennent de plus en plus compétitives? Et si oui, grâce à quel modèle justement? Là, on a travaillé il n'y a pas longtemps sur un dossier qui est Champs-Rousse, donc qui veut développer une smart station, donc, qui serait économe en énergie et qui notamment travaille beaucoup sur la production d'énergie sur la station, réduire tout ce qui est transport qui impacte en consommation carbone, etc. D'accord. Et réfléchir à de nouvelles clientèles et réfléchir aussi à attirer aussi des entreprises permanentes dans les stations. Alors Champs-Rousse, ça paraît intéressant. C'est vrai que pour l'instant, ça reste un projet très prospectif, mais qui paraît assez bien pensé. En tout cas, la problématique, elle est bien posée. Et notamment, ils vont plus loin encore qu'une diversification touristique, puisque effectivement, ils envisagent, ils aimeraient promouvoir à l'intérieur de la station l'installation d'entreprises.
de services, j'imagine, mais pourquoi pas industriel ou artisanal. De la diversification avec des salles de conférence. Voilà, exactement. Et pour précisément avoir une sorte d'activité à l'année. Donc également, on ne peut plus penser. C'est un peu comme sur le littoral. Le littoral se résidentialise, c'est-à-dire que les résidences secondaires deviennent de plus en plus des résidences des habitations principales de retraités, ce qui n'exclut pas de la location, si ces derniers louent sur Airbnb, ou de jeunes actifs qui s'installent dans des stations du littoral dans lesquelles il y a encore un potentiel touristique. C'est ce que peut-être certaines stations de montagne pourraient faire, pour autant qu'elles soient effectivement proches de grands centres urbains, ce qui est le cas de Chambrousse avec Grenoble. Mais Chambrousse, d'accord. Une station historique au-dessus de Grenoble. Voilà. D'accord. Voilà, c'est le cas d'une station très connectée à la ville, voilà, pour lequel il pourrait y avoir un développement économique permanent lié à l'installation d'activités économiques de services avec toute une infrastructure plutôt effectivement écologique autant que possible, de transport en commun, et éviter la voiture, mais développer les relations entre la ville et la station de manière permanente. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que les stations, comme vous savez, est en haut, tout le monde monte en voiture, et il y a une consommation de CO2 énorme. Se casser ce modèle, en fait, c'est l'idée de Chambrousse, c'est que les gens ne montent plus avec leur voiture, et que sur place, il y a des navettes économes en énergie. Puis ça amener tout le monde. D'accord. Ils veulent faire un téléphérique entre Grenoble et... Ah, je crois que j'en avais entendu parler de ça, justement. Donc, pour dire, on prête la voie 40, c'est-à-dire que le modèle où tout le monde monte avec sa voiture dans les stations, c'est un modèle qui va falloir... Je crois que c'était Madame Delogère, justement, d'ailleurs, qui avait abordé le fait qu'il voulait faire un télécabine qui amène de la ville directement à la station. Pour répondre à votre question, en fait, il n'y a pas un type de solution, je pense. Ce sera au cas par cas au niveau local, parce que là, Chambrousse est près d'une grande ville. Il y aurait des stations d'altitude, des stations de moyenne altitude. Donc chaque station devra en fait réfléchir à son modèle. Oui. Donc il y aura des stations d'altitude isolées qui pourront pas reprendre les solutions de Chambrousse si elles sont mises en œuvre. C'est vrai que moi, quand vous dites ça, je pense immédiatement à Val d'Isère. C'est un peu la station historique de ma famille. On va, je la connais très bien. C'est pas un modèle qui est aujourd'hui faisable à Val d'Isère parce que la station est bien trop isolée et c'est bien trop difficile d'accès. Après, c'est vrai que c'est une très très bonne question parce qu'il y a une station qui a réussi à faire ça. Et j'avais commencé à m'y intéresser particulièrement quand on était encore vraiment sur l'immobilier dans notre sujet, c'est Avoria. Parce que Avoria, elle a complètement banni les voitures du centre de la station. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier justement avec... Et ça, c'est un modèle, il y aura des solutions générales qui vont s'appliquer à toutes les stations, mais après il y aura des solutions personnalisées. Effectivement, je pense que réduire l'impact carbone dans les stations va devenir, pour toutes les stations, il n'y a pas que la voiture, il y a tout ce qui est le chauffage. Donc notamment le projet de Chambrousse prévoit notamment qu'on remplace tout ce qui est chauffage polluant par la biomasse, les réseaux de chaleur, etc. Donc le photovoltaïque, voilà. Et aussi tout ce qui est chauffage qui est important dans la pollution. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus... Changer vraiment de modèle énergétique, c'est ça. Donc ça pourra à mon avis s'appliquer à toutes les stations. Et alors, dans ce cas-là, pour vous deux d'ailleurs, de manière personnelle, entre ces trois risques que m'a dit M. Ancelin, qui sont donc réchauffement climatique, parc immobilier... On a constaté 2 degrés de plus dans les Alpes en un siècle. Oui, et puis l'enneigement, on voit qu'il y a des études qui montrent... Alors ce que je veux dire par risque, ce serait peut-être plus dans ce cas-là problème. Voilà, problème qu'il faut là trouver des solutions. Donc entre développement durable, concurrence et parc immobilier, c'est lequel pour vous qui représente... qu'on a le plus besoin de régler aujourd'hui si on ne veut pas condamner nos stations au long terme? Je pense que 3. De toute façon, le risque, le réchauffement climatique, il faut que les stations luttent, parce qu'il y aura aussi pour éviter tout ce qui est pollution locale, qui peut nuire à l'enneigement. L'hébergement, ça va être lié à la stratégie de la station, et ça met en valeur la concurrence. C'est ça. C'est réfléchir à un modèle de développement durable, comme on le dit pour toutes les stations, y compris sur le littoral, et en même temps voir les forces et faiblesses de la station et quel type de clientèle, quel type d'activité on veut mettre en œuvre. D'accord. Voilà, d'où le besoin pour chaque station en fait d'avoir une sorte de plan stratégique, en quelque sorte, d'adaptation au réchauffement, d'adaptation effectivement aux évolutions de la clientèle. On voit quand même elles induisent quand même des infléchissements importants en termes d'adaptation de l'offre, et avec effectivement la nécessité, si elles veulent perdurer, de rénover, en sorte que les propriétaires privés
puissent rénover et participer à des rénovations collectives des copropriétés. Tout ça, c'est une dynamique globale, effectivement, qui suppose que effectivement, la station donne suffisamment de perspectives d'adaptation et de développement, disons, de continuité économique, mais avec une évolution de son modèle, pour aussi donner envie aux propriétaires privés d'investir, de co-investir, d'être acteurs également de ce développement, notamment en participant à tout ce qui est investissement en économie d'énergie ou en production d'énergie, et surtout d'économie en termes d'isolation de tous ces bâtiments effectivement qui sont aujourd'hui non pas obsolètes, enfin qu'il faut effectivement totalement rénover dans une perspective d'économie d'énergie. D'accord. Alors, les chantiers sont quand même importants. Alors justement, c'est vrai que donc, comme vous savez, j'étais à Val-d'Isère il n'y a pas longtemps, je suis passé par Bourg-Saint-Maurice aussi, et c'est l'effervescence là-bas, c'est-à-dire qu'il y a des travaux absolument partout, ça n'arrête pas. Et j'ai d'ailleurs quelqu'un qui y va assez souvent qui m'a dit qu'il n'avait même pas de permis de construire. Donc, qu'il y allait et qu'après, au final, c'était annulé parce qu'il ne pouvait pas. Donc, on voit quand même réellement, du coup, ce que vous dites, qu'il y a réellement, au-delà d'avoir une nécessité de rénover et de rebâtir un peu le parc immobilier, il y a, de ce que j'ai l'impression de voir, une velléité et des investissements qui sont... Il n'y a plus qu'une velléité, à mon avis. L'investissement en montagne marche bien. Après, il marche bien, au sens où il y a de nouveaux investissements, beaucoup dans le secteur quand même du luxe ou du très haut de gamme, pour précisément s'adapter à une clientèle internationale. Je crois que le Club Med a réinvesti. J'ai donné d'ailleurs les chiffres pour l'économie, hein, donc c'est un secteur qui est quand même porteur, avec, qui attire des hauts revenus, des gens déclassisés. Donc il y a quand même une marge qui est un peu intéressante. Voilà, il y a le projet Champs-Rousse, il y a le projet de La Plagne également. Alors là, pour le coup, ça peut être plus discutable. Là-dessus, je ne me prononce pas, mais c'est peut-être un point à étudier. On vous enverra. Il y a une étude de préfiguration également, alors qui consiste pour le coup à prévoir une extension encore immobilière, mais bon, qui serait écologique. C'est à démontrer. Avec aussi un cheminement d'eau entre la station. Voilà, c'est l'application un peu du modèle d'Avoriaz qui serait transposé apparemment à La Plagne, avec une station qui sera encore remontée à 2100 mètres. Ah, d'accord. Là aussi, est-ce que, là pour le coup, ce pari, est-ce qu'il a un sens, est-ce qu'il est pertinent? Voilà, moi là-dessus, j'ai pas comment dire, d'analyse particulière, mais il faut voir que certaines stations envisagent effectivement une continuité en haute altitude, sous réserve d'une compatibilité avec les normes environnementales. C'est peut-être, est-ce que c'est la bonne solution? Là, la question reste posée. Mais on va avec effectivement des habitats en bois, si on n'est plus du tout dans un habitat évidemment de béton, le plus écologique, le moins impactant possible sur la montagne. Est-ce que c'est un pari durable et jouable? Voilà, la question reste posée. Mais donc il y a quand même pas mal de stratégies locales qui se mettent en place, qui sont intéressantes à suivre. Mais ça reste une initiative collectivité locale. Il faut en tout cas que les élus donnent une perspective à la station pour attirer cet investissement. Mais l'investissement en montagne se porte plutôt bien, notamment sur ce segment du très haut de gamme. Après, il y a, j'allais dire, les résidences de tourisme, on va dire 3-4 étoiles, qui accueillent un public de classe moyenne, notamment aux vacances scolaires. Là, ils sont propriétaires à participer à des opérations de rénovation. Il y a quand même là aussi un potentiel d'accueil d'une clientèle importante. On a un niveau de dépenses d'environ 75 € par jour par personne, donc, ce qui est pas mal. En chassant dans les coûts, c'est 50% l'hébergement et la remontée mécanique, avec en tête l'hébergement. Ça représente un tiers du coût. Ouais. Voilà. À peu près la moitié du budget moyen d'un touriste passe dans le logement et dans la remontée mécanique. Donc c'est bien trop pour en plus la qualité de logement qui est pas 75 forcément... par jour, si vous êtes de 3-4. Ouais, ça commence à faire C'est moyenne. Hein. Ouais. Mais alors, ce qui est assez, ce que je trouve assez fou dans toute cette histoire, c'est que à l'échelle individuelle, on voit beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce que moi j'appellerais de manière presque un peu prosélyte, et je devrais peut-être pas, mais ce que je considère être dans la bonne direction. Donc Madame Deloger me parlait par exemple de quelqu'un qui a créé une entreprise qui s'appelle Bolder dans le Massif Central, qui est sur le parapente, la randonnée, et qui essaie de réellement valoriser ses ressources naturelles autres que la neige. Mais c'est vraiment souvent à l'échelle individuelle. Donc c'est-à-dire qu'on a des individus qui vont vraiment essayer de valoriser d'autres ressources naturelles, encore une fois, et de les mettre en avant. Mais c'est vrai qu'à l'échelle des collectivités, à l'échelle du groupe, on a l'impression que c'est pas vraiment changer de modèle, mais plus utiliser l'innovation
et l'investissement pour faire perdurer le modèle actuel le plus longtemps possible. Donc on a tout l'argument de la neige artificielle, la remontée des stations, etc., comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et moi, par exemple, Monsieur Matisse, qui est parfaitement conscient des dangers qu'il y a actuellement, me dit que aujourd'hui la seule solution c'est l'enneigement artificiel, quoi, globalement. Mais c'est ce que critique la Cour des comptes en disant que c'est extrêmement polluant, c'est surtout une utilisation abusive et totalement irraisonnée de la ressource en eau. C'est une aberration écologique. Il y a un tiers de neige de culture sur les stations françaises. Oui, c'est impressionnant. Donc on est bien d'accord que je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on est tellement dans un... Il y a de telles habitudes de prise sur effectivement ce modèle d'expansion immobilière, de remontée mécanique, d'ouverture des pistes, et au point qu'effectivement il faut faire vivre ce capital qui, je pense, sera de moins en moins rentable. Et donc le paradoxe, c'est qu'on a aujourd'hui ces infrastructures à la fois qui vieillissent et dont la rentabilité, elles sont maintenues naturellement. Enfin, elles sont quand même elles durent, elles perdurent, mais dans des conditions de moins en moins rentables. Alors même que paradoxalement l'immobilier en montagne est très cher. Donc on est dans une phase de bulle immobilière, donc à un moment il faudra bien que les choses s'ajustent. C'est-à-dire qu'on on va considérer qu'il y a un effet de rareté, mais il faudra bien qu'à un moment il y ait une baisse du coût de l'immobilier pour précisément permettre des rachats, des rénovations. On peut difficilement continuer dans un modèle où, alors bien évidemment, il y a toujours des clients, il y aura toujours l'utilisation de la remontée mécanique, mais si effectivement l'utilisation de la neige artificielle devient de plus en plus critiquée, bien évidemment, toute cette infrastructure très importante va être beaucoup moins rentable, il faudra baisser les prix. Donc la rentabilité de l'investissement en montagne, actuellement il y a une forme de bulle immobilière, elle peut jouer effectivement sur des investissements haut de gamme. Attention à ce qu'il n'y ait pas une sorte de krach immobilier ou de réajustement brutal à une réalité qui est une moindre rentabilité en fait de l'investissement. Ah oui, voilà, c'est... Alors je ne sais pas si les professionnels qui sont inquiets de ces évolutions, mais quand on voit les besoins de rénovation, on se dit comment se fait-il que cet immobilier soit aussi élevé. Et là, c'est la même chose à Paris. Hein. Mais voilà, là il y a un point critique et qui effectivement conduit les collectivités locales parfois à soutenir encore des projets d'investissement dont la rentabilité me paraît parfois difficile à soutenir à long terme. Vous venez de dire quelque chose qui a fait complètement tilt pour moi qui ai une formation de finance au départ, donc en parlant de bulles. Parce que c'est en fait, personne encore jusque-là m'avait fait cette remarque. Et c'est vrai que c'est complètement ça. On peut parfaitement parler de bulles. Et là où c'est très dangereux, c'est qu'on se rend compte qu'on peut faire le parallèle avec Paris. Mais le parc immobilier parisien, il maintient quand même une valeur sous-jacente réelle. Il y a un effet de rente, effectivement, et de rareté qui ne joue pas en montagne. Voilà. Alors que pour le coup, c'est vrai qu'en montagne, il y a une vraie valeur en plus. Il y a peut-être une rente du fait de la rareté de ces sites magnifiques qui font qu'il y a quand même un effet de rareté qui peut effectivement soutenir des prix élevés. Mais attention, on regarde des besoins de rénovation et de la moindre rentabilité de cet investissement, sauf effectivement à lui trouver un nouveau souffle dans une saison diversifiée, dans l'installation d'activités permanentes, et ce ne sera pas vrai pour tous les saisons. Alors comment est-ce que vous imaginez qu'il pourrait se passer, ce krach, dans un petit exercice d'hypothèse comme ça? Parce que c'est vrai qu'en soi, moi je suis complètement d'accord avec vous, aujourd'hui on paye bien trop cher pour l'hébergement en ski, et ça ne peut pas durer, surtout si ça continue comme ça et que ça continue à augmenter. Il va y avoir un moment où la demande ne suivra pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, quoi? C'est quoi donc le futur pour... L'absence de neige en 2030 qui fait que la saison sera de plus en plus courte et qu'à un moment, les prix devront baisser. Mais alors effectivement, est-ce que ça concernera Chamonix, les stations de luxe? Est-ce que les stations seront impactées à plus de 2000 mètres? Là, il y a beaucoup d'inconnus. Je pense qu'on ne peut pas le prévoir a priori. C'est un effet oui, comme tous les krachs, en fait, par définition, il n'est pas prévisible. Oui. Après, pour l'intervention de l'État, ce qu'on disait sur la France Tourisme Ingénierie, donc si l'expérimentation se développe, donc il y a une expérimentation dans cette station, que fait la France Tourisme Ingénierie, d'une part, il examine le parc, comment il est composé, parce que souvent les stations connaissent mal leur parc touristique, le logement touristique.
Après, il va évaluer les besoins réels en fait, par rapport à la station. Parce qu'il y a une station à trop de lits ou pas assez de lits. Et après, il va devoir quel équilibre trouver entre la création de lits neufs et la réhabilitation. C'est peut-être l'approche, comme veut le faire l'État par France Tourisme Ingénierie, ou par d'autres organismes qui feraient la même démarche, qui peut éviter ce crack. En essayant d'adapter l'offre à la demande. D'accord. Oui, et là pour le coup, c'est vrai que c'est quand même tout de suite beaucoup plus rassurant. Au-delà, dans ce cas-là, de l'argument immobilier, comment est-ce que vous avez vu les acteurs de la montagne économique à ce moment-là? Donc plutôt on est d'accord que c'est surtout les sociétés de sport d'hiver à la montagne. C'est surtout quand même les remontées mécaniques, le ski, les machins. En géant, on n'a pas parlé, il y a la Compagnie des Alpes, la Compagnie du Mont Blanc, donc il y a des grandes entreprises qui concourent justement la force du tourisme de montagne en France. Voilà. Justement. Et après, le problème de l'hébergement, ce que dit Jean-Pierre, c'est que c'est beaucoup de copropriétés individuelles. Et qui pose le problème justement de la rénovation. Parce que le modèle des années 70, c'est on a incité à l'achat de la résidence et de l'hébergement touristique de petits propriétaires avec des aides fiscales. Et aujourd'hui, c'est plus difficile de prendre des décisions de rénovation quand vous avez beaucoup de propriétaires que quand vous avez un groupe, une grande société qui possède un immeuble. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Notamment, ils avaient mis en place Coach Pro. Oui, alors l'idée, effectivement, c'est dans le cadre de cette expérimentation là, de 13 stations, dont on dit de montagne, on a dit que vous pouvez la citer, parce que pour l'instant, la politique des pouvoirs publics, c'est de dire on est donc à l'orée de nouveaux modèles dont on perçoit les linéaments, mais qu'on ne peut pas encore définir de manière précise, donc l'adaptation au développement durable de ces stations. Donc le mieux, c'est d'avoir une logique expérimentale et qui repose sur la décentralisation le plus possible et vraiment la dynamique locale des acteurs. Pour parler de l'exemple que vous citez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites PME qui essaient d'adapter, de trouver de nouvelles possibilités de loisirs, de tourisme, etc., de s'adapter à ce nouveau cadre. Bon, ça, c'est la dynamique propre du tourisme en France, qui repose beaucoup sur des petites entreprises, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, un loueur Airbnb, un coach sportif qui développe de nouvelles activités. Donc, il y a toute une myriade, effectivement, d'initiatives individuelles qui forment cette trame de l'économie touristique française. Alors après, à côté de ça, il y a des superstructures, on va dire, de gros acteurs, mais qui à mon avis, représentent un peu le passé. Ils seront toujours actifs, mais notamment la Compagnie des Alpes sur les remontées mécaniques, mais sont appelés peut-être à jouer un rôle moins important dans le passé. Attention, je pense qu'on peut parler aujourd'hui d'industrie touristique, c'est un terme du passé, c'est un terme connoté. On peut parler aujourd'hui d'initiatives de développement durable, microéconomique, et c'est ce nouveau tissu d'activités, de projets qui peut-être effectivement formera l'ossature du tourisme en montagne de demain, pas nécessairement de gros acteurs qui vont développer de grandes infrastructures. Donc même s'il y a encore une multiplicité de petits acteurs. C'est la base du tourisme en France. Et c'est aussi le cas en montagne. Même si jusqu'à présent, ça a été plutôt effectivement des initiatives de gros opérateurs, donc Compagnie des Alpes, résidence de tourisme et également hôtellerie. En hôtellerie, c'était un peu retiré de la montagne, parce qu'en fait, l'hôtel n'est pas rentable sur 5 mois. Pas possible. Sauf à le fermer ou à avoir une activité purement saisonnière. Alors, la résidence de tourisme, elle, permettait effectivement de construire en montagne, mais le vice du système, c'est qu'on faisait reporter le risque sur le propriétaire individuel. Quand la station était continuellement enneigée, qu'il y avait une saison touristique longue, ça permettait un partage des bénéfices entre gestionnaires et propriétaires pour équilibrer. Aujourd'hui, avec la baisse de l'enneigement, une saison peut-être plus courte, là ça commence à y avoir plus des besoins d'évaluation. On voyait que cette rentabilité a diminué. Donc il y a un prix de l'immobilier très élevé et en même temps une rentabilité propre à la montagne qui quand même qui va être variable sur les stations, et quand même qui tend à baisser. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Ceci pour dire donc que effectivement la mobilisation des propriétaires individuels est importante. D'où effectivement donc, cette initiative expérimentale qui consiste à dire mobilisant par des moyens pas de persuasion mais de coaching, on va dire, d'animation, cette dynamique d'investissement privé auquel les propriétaires privés doivent contribuer, puisqu'ils sont aussi les détenteurs de cet immobilier de montagne qui est en fait extrêmement dispersé. D'accord. Et qui est un blocage un peu pour un nouvel élan en fait pour une rénovation du fonds. Mais bon, ça interviendra dans le temps. D'accord. Donc, d'un côté de notre tissu économique, c'est une suite de petits acteurs, et du côté des pouvoirs publics, c'est la commune, ou recommande commune, comme le signale le rapport de la Cour des comptes,
qui est le principal acteur du côté des pouvoirs publics. Et ce que relève la Cour des comptes, c'est qu'il y a un manque de complémentarité dans les actions entre les communes ou groupements de communes au sein d'un massif, notamment en termes d'investissement, d'analyse des besoins, etc. Et donc la Cour des comptes recommande justement plutôt des regroupements de communes, d'essayer de travailler davantage ensemble et d'écouter local. Oui, c'est ce que justement, ça a été une grosse partie de ce que me disait Madame Delogère, qui était sur les changements d'organisation territoriale, d'organisation, c'est comme ça qu'on peut dire, c'est d'organisation territoriale, suite à la loi Montagne, avec la création des massifs, enfin des comités de massifs, mais également avec l'envie de l'État aujourd'hui de regrouper les communes. Elle m'avait donné ce chiffre absolument génial qui était qu'on avait 36 800 communes en France, c'est ça ? 36 000 communes. Et que ça faisait plus que tout le reste de l'Europe réunie. Oui. Ce qui est assez... Avec une difficulté depuis des années pour essayer de faire des fusions. Oui, ce qui est Donc, vraiment... on travaille par les syndicats de communes, on a pris le problème qu'on discutait, un syndicat de communes, un regroupement de communes, ce qui peut se passer en montagne. Il y a eu quand même éprouvé à l'intercommunalité. Paradoxalement, chaque station de montagne sur le littoral aussi est attachée, on va dire, à sa marque, à son image, à son, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Il y a une certaine valorisation propre de cette, on va dire, marque territoriale que représente une station. Et parfois cet enjeu purement marketing l'emporte sur une logique économique, là aussi d'économie de coût, qui serait une plus large utilisation des moyens sur l'ensemble d'un massif et au moins c'est plus surprenant. Par exemple, un article de la loi Montagne de 85, donc la première loi Montagne, donc, désigne les communes et les groupements de communes comme autorité organisatrice de la remontée mécanique. C'est toujours en vigueur. On voit bien que c'est la commune qui est, en fait, la loi de 85 a désigné, a reconnu que c'était les communes qui menaient la politique de la montagne. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'à Val d'Isère, par exemple, les remontées mécaniques, partout dessus, il y a marqué STVI, Société des téléphériques de Val d'Isère, et c'est pas non plus c'est la commune qui organise, qui est l'autorité concédante des remontées mécaniques. D'où le problème de fragmentation. En plus, souvent, c'est les petites communes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expertise, et ils se trouvent aussi à négocier, comme le dit la Cour des comptes, face à des mastodontes. Donc le rapport de force n'est pas toujours en faveur de la commune. Ok. Alors, moi je voudrais changer rapidement un peu de sujet dans ce cas-là et parler sur autre chose qui est la dépendance à l'activité de neige. Parce qu'on a parlé justement des vrais risques ou des vrais problèmes qu'avait aujourd'hui le secteur immobilier et qu'avait aujourd'hui d'une certaine manière le modèle territorial dans sa globalité. Moi c'est plus dans son activité économique sportive justement à ce moment-là et sa dépendance à la neige. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des efforts qui sont faits pour s'en séparer, pour sortir de ce modèle-là? Si jamais c'est le cas, vers où vont-ils? Est-ce que vous pensez que ça marche bien et que ça pourrait remplacer la neige un jour? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent voilà, aujourd'hui on a un gros problème d'enneigement. On sait que la neige n'est pas une ressource infinie et qu'un jour il va falloir qu'on gère ce problème-là, mais on sait aussi qu'il n'y a rien actuellement qui peut la remplacer. Donc je me demandais ce que vous pouviez dire à propos de ça. Quand on regarde les statistiques d'activité de la montagne, c'est quand même les mois décembre, février, vous avez le plus d'activité. Donc même celles qui essayent de... Et donc il y a vraiment un gros écart, une forte saisonnalité entre l'hiver et l'été. Même celles qui font des efforts. Qui recherche vraiment de la neige, qui est quelque chose de rare. Donc, et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, le parc français est important, il n'y a pas tant de montagnes que ça dans le monde. Donc, pour skier, regardez les Russes, ça neige, mais il y a très peu de massifs où ils peuvent skier. Il y a leur intérêt pour le massif alpin. Effectivement, dans le court terme, de toute façon, la neige restera, à mon avis, même si elle devient rare, au contraire, les crues vont monter, mais ça deviendra quand même le produit d'appel des stations de montagne. D'accord, donc vous pouvez pas imaginer un modèle où le VTT ou la rando par exemple devient le pain de quotidien des stations de ski. Quand on regarde les statistiques, il y a quand même une prédominance de la saison d'hiver. Oui, non mais ça c'est... Et le fait déjà. Par contre, c'est vrai pour les stations qui sont brutalement confrontées aujourd'hui au réchauffement et à l'absence de neige, en fait, c'est des stations de 1500 mètres, notamment dans le massif central, encore que là aussi la météorologie est très, très fluctuante, donc il peut y avoir des périodes d'intense enneigement, ensuite des périodes de rareté. Et là pour le coup, effectivement,
la reconversion va s'opérer beaucoup plus vite. C'est vrai du Jura, c'est vrai des Vosges, de la Suisse centrale, voire d'une partie des Pyrénées. Et donc là, il faudra que les communes utilisent toutes les ressources de diversification. Vous parliez tout à l'heure du littoral, le même phénomène est pour la mer. C'est-à-dire que le pic d'activité, c'est l'été, et on a du mal à attirer l'automne, l'hiver, en fonction de certaines situations géographiques. Ceux qui ne sont pas trop loin de Paris, vous pouvez avoir des destinations week-end, mais bon, par exemple, le littoral atlantique, l'hiver, vous avez beau attirer de faire de l'activité, mais ça reste marqué. C'est vrai, mais la différence d'une certaine manière, si je puis me permettre, c'est que le littoral, ça a vraiment un intérêt. Il y a un élément météorologique, pour le coup, qui joue un impact immense dans l'appréciation. Après, c'est vrai qu'en même temps, pour la montagne aussi, mais il y a non, mais par exemple, en montagne, quand il neige, on peut faire des trucs, mais on peut aussi faire plein de trucs quand il fait beau, par exemple. Alors que, à la mer, il faut qu'il fasse beau. S'il pleut ou quoi que ce soit, là, pour le coup, c'est vrai qu'on va pas en profiter. Vous n'avez pas beaucoup plus de monde à la mer pour l'été. En fait, moi, ce que je recherche réellement, et ce qui me ferait vraiment plaisir à entendre, et je me doute que je l'entendrai pas parce que ça me semble être trop beau, mais ce que j'aimerais vraiment beaucoup entendre, c'est qu'une station comme la Bresse, par exemple, aujourd'hui, pourrait devenir même encore plus compétitive et générer encore plus de revenus avec ce nouveau modèle qu'avec l'ancien, et je pense malheureusement au fur et à mesure de mes recherches que c'est juste pas possible. Et c'est dommage. Peut-être dans les habitudes actuelles, dans un avenir plus lointain, il y aura des gens qui iront dans les stations, il y aura moins de neige, ils auront pris l'habitude qu'il n'y ait pas de neige et qu'il y ait d'autres activités. Donc on aura quand même de la neige. Et c'est d'autant plus frustrant que quand j'étais à Val d'Isère, là, il y a une semaine, et que je parlais donc à Monsieur Matisse, il m'a dit lui aussi quelque chose que j'avais jamais entendu quelqu'un dire avant, et qui je trouvais aussi une vision très intéressante de tout ça, qui est que pour lui la montagne l'été, c'est pas un tourisme sportif, c'est pas un tourisme de nature, c'est un tourisme homéopathique. On y va pour se sentir mieux. Et bon, déjà d'une, c'est vrai que étant là-bas, je me suis senti vraiment fort. C'est vrai que c'est génial pour le corps, mais à côté de ça, il y a vraiment il y a un attrait à la montagne qu'on retrouve vraiment nulle part ailleurs, en termes de nature, quoi, tout simplement, en termes de richesse naturelle. On parlait de la concurrence des pays étrangers, et après l'été, vous avez la concurrence du littoral. Donc, les gens, c'est vrai qu'ils ont plutôt une préférence pour aller au bord de la mer qu'à la montagne. C'est un choix. C'est sur les goûts. Ouais, ça change. Le nombre de gens qui sont sur les plages, donc voilà, on est comme un tropisme vers les plages. L'activité touristique est foncièrement saisonnière, que ce soit en montagne ou sur le littoral. Sachant qu'il faut autant que possible allonger la saison, donc c'est le challenge, et on y arrivera peut-être de manière incrémentale, progressive. D'accord. Peut-être une vision, peut-être à terme, moins centrée, soit sur le ski, soit sur la... C'est tout l'enjeu de l'industrie touristique de désaisonnaliser l'activité, mais c'est très très difficile, quel que soit le type de tourisme, que ce soit la mer, le tourisme culturel, même la campagne, c'est très très difficile. À la campagne aussi ? À la campagne, c'est plutôt l'été. Il y a des départements, c'est l'été. Hein. Après, vous n'avez plus personne l'hiver, l'automne. Mais ils vont où les gens l'hiver ? L'hiver, plutôt les grandes villes où ils ne prennent pas de vacances. Le tourisme urbain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, il y a quand même un séquençage de tourisme au fil de l'année, hein, donc, qui est difficile à... Après, on peut jouer à la marge, faire plus de gens l'été, mais ça ne remettra peut-être pas en cause vraiment les grands équilibres, hein, qui est que la montagne, c'est l'hiver. En tout cas, dans le moyen terme, je pense. Après, il y a toute une série de gammes de services qu'on voit déjà apparaître dans l'hôtellerie de luxe ou même la résidence de tourisme ou de gamme, à savoir des activités aqualudiques également. Donc là, pour le coup, on peut concilier montagne en hiver et des activités, pourquoi pas, de natation indoors. Ou de squash, ou de tous les sports possibles. Donc il y a une station qui s'est bien développée dans ce domaine, qui a, je crois, créé un centre aqualudique, je pense que beaucoup ont commencé à le faire, qui est la station des saisies, qui est située dans la Parenthèse, je crois, en assez haute altitude. Mais précisément, ils vont essayer de trouver de nouveaux types d'activités au-delà du ski, et des activités qui ont vraiment vocation à être développées et conduites et animées tout au long de l'année. On voit bien que se développent quand même de nouveaux services
qui peuvent ouvrir à cette désaisonnalité. Excuse-moi, je désaisonnalité, pardon. Voilà, donc c'est un challenge, ouais, mais je pense que là, l'évolution pas pour la concurrence des prix sur les séjours été-hiver, c'est-à-dire est-ce que le séjour montagne-été, comment il se positionne en prix par rapport au séjour vacances? Vous savez combien c'était le forfait là, à Val d'Isère quand j'y étais? Je trouvais ça incroyable. 8 €. 8 € la journée. Ça coûte rien. Mais ouais, bah après on va pas skier pour utiliser, enfin on va pas skier quand on l'utilise, donc c'est sûr qu'il a moins de valeur. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'en fait au final plus je passe de temps sur ce sujet et plus je me dis que le meilleur moyen aujourd'hui pour un maire d'améliorer l'activité dans sa station, c'est même pas forcément de trouver de nouvelles activités, c'est même pas forcément d'améliorer réellement le parc immobilier, mais c'est surtout d'avoir la station la mieux reliée en fait à des centres urbains possibles. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de là que vient la richesse de l'activité, quoi, en fait, simplement. Au point de vue, la France, c'est exemplaire quand même en termes d'accessibilité, même si peut-être le développement durable n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a quand même une assez grande accessibilité aux stations de ski. On a également en Suisse, on a connu Michel, mais... Oui, c'est mieux raccordé en transport en commun. Voilà, c'est ça, contrairement à la France. Il y a des trains partout, des bus. Bon, la France, c'est quand même beaucoup de véhicules individuels quand même. Ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau de l'impact carbone. Oui, bah oui, bien sûr. Tout le monde arrive avec sa voiture et se met en bas des pistes et après il monte après. Et ça Champs-Rousse, c'est le grand enjeu de Champs-Rousse effectivement d'avoir une station, on va dire, décarbonée, notamment par le développement des transports en commun. Voilà, là, il y a certainement de pollution, de circulation, de parking. Mais on est quand même d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'argument écologique, au-delà même d'être bon pour l'environnement, pour une question d'engagement et tout, il est quand même très bon pour une raison marketing. Il y a quand même par l'attente des clients. L'émergence du tourisme durable aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, j'imagine, dont vous parlez assez régulièrement. Donc moi, et je vais finir là-dessus. Sauf qu'il y a une prise de conscience, et comme je disais tout à l'heure, il y a peu de stations qui ont intégré cet aspect-là, ça commence, dans leur stratégie touristique. Justement. Et quand vous avez un tiers de culture, de l'aide de culture, vous n'avez pas intégré du tourisme durable. Et donc c'était là-dessus qu'allait se poser ma dernière question, justement, qui était, à votre avis aujourd'hui, en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire, donc l'existence des neiges de culture, les problèmes de l'immobilier, les concurrences extérieures, le fait qu'il y ait d'autres problèmes qu'il faille régler en premier, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie pour moi en tant que maire de station de miser le paquet sur le tourisme durable et sur l'écologie? Ou est-ce que je ferais mieux de tout miser sur l'immobilier, ou est-ce que je ferais mieux de tout miser sur d'autres aspects qui auraient du meilleur impact? Le tourisme durable, au contraire, l'immobilier, justement, les projets maintenant intègrent. Voilà. Je pense qu'en termes de marketing, le tourisme durable, d'une part pour préserver le patrimoine naturel, et en termes de marketing pour les attentes un peu des clients. Oui, là, oui, parce que je parle vraiment en termes de messaging presque, en termes de où est-ce que je vais me positionner du coup en tant que station. Je pense que les HLM en montagne, je crois que ça a eu son temps. Donc les gens veulent avoir une qualité de vie à la montagne comme ils la veulent en ville. D'accord. Je pense que ça, c'est un incontournable au-delà de la planète, des attentes des clients, je pense. Après, il y a quand même certaines stations qui ont particulièrement architecturales, qu'on peut aimer ou pas aimer, mais qui quand même relèvent d'une certaine recherche. À Boreas, il y a Flaine, il y a toute une série de stations qui sont classées patrimoine du XXe siècle. Bon, c'est ce qu'on peut dater. En même temps, il y a un potentiel de rénovation architecturale. L'immeuble, le paquebot. Le paquebot, voilà, qui va être rénové, notamment à cette niveau d'altitude, et avec un village de construction à partir de bois, dans le également d'une extension immobilière qui se veut la moins impactante en termes d'environnement. Effectivement, l'immobilier n'exclut pas, et même le développement durable, au contraire. Sauf que l'investissement à consentir est élevé. Bon, on est sur un niveau aussi d'investissement important. Des touristes, aussi les habitants permanents, qui recherchent aussi un développement durable. Parce qu'ils vivent toute l'année dans la station aussi, c'est important. Notamment la pollution des voitures, on ne quand même pas. Sans parler de fret, si on ne peut pas parler de fret, il faut faire venir toutes les marchandises par camion. Alors je sais pas si vous connaissez le modèle qu'ils ont, je trouve ça assez marrant. C'est plus pour la petite anecdote qu'autre chose. En Bolivie, à La Paz, ils ont un système de... Ils n'ont pas de métro là-bas. Dans cette capitale, ils utilisent des téléphériques pour se balader un peu partout. Et c'est vrai que... Pourquoi pas? L'idée de Champs-Rousse, c'est le dernier projet de Champs-Rousse, c'est de relier Grenoble. Oui, bah c'est à ça que ça m'a fait penser. De supprimer tout ce qui est véhicule terrestre. Et c'est pas bête. Voilà.
Ça marche bien en plus, il y a un débit qui est assez élevé, c'est assez propre. Bon, après, on peut dire que. Après, l'investissement de Champs-Rousse est élevé. Donc, là aussi, on est sur une rupture de fond par un projet très ambitieux, qui a certainement sa logique économique à proximité d'une grande ville. Ce serait beaucoup plus compliqué sur une station isolée. Voilà, donc c'est à chaque. Donc l'idée, c'est pour répondre à ces défis, la décentralisation, c'est les acteurs locaux qui seraient mieux à même de juger une stratégie adaptée. Une certaine neutralité de l'État qui n'encourage pas au surinvestissement, et tout ça quand même dans un contexte de croissance lente. Les capacités d'investissement immobilier resteront limitées, donc il faut rénover l'existant avec le moindre impact environnemental. D'accord. Voilà, donc, et effectivement, s'il y a une moindre rentabilité de l'investissement de neige, effectivement le compenser par une désaisonnalisation et par un développement de nouvelles activités. Donc on est quand même sur des logiques, des infléchissements. On est parti sur un nouveau cycle d'adaptation de 30 ans. D'intégrer aussi, c'était un peu l'idée aussi de François Géry, d'intégrer l'investisseur, y compris particulier, dans la stratégie de la station. Il ne suffit pas de dire vous allez rénover, mais pourquoi je vais rénover et pour qui? C'est-à-dire intégrer ces investissements, y compris des copropriétaires, dans un projet global de la station de développement. Dans un comité, par exemple. Non, d'accord. Ok, bah écoutez, moi je vous ai posé après toutes mes questions, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin que vous aimeriez dire. Voilà. Donc nous serons s'engage à vous remettre le rapport des Je récupère ça. C'est moi qui suis. Également, je peux vous envoyer les réflexions en cours sur les stations. Alors, regardez les comités. Dans les CIT. Ouais, parce qu'il y a quand même une préoccupation avec le pouvoir public. Conseil interministériel du tourisme. Vous avez en ligne au ministère de l'économie, au ministère des Affaires étrangères. Voilà, Conseil interministériel du tourisme. Voilà, donc c'est qu'a pris des décisions notamment en janvier 2018 sur tout ce qui était investissement. D'accord. Donc c'est le conseil qui s'est mis en place depuis 2017, qui est présidé par le Premier ministre, qui fait toutes les annonces en matière de tourisme. Oui, elle m'en a parlé, Madame Deloger. De manière interministérielle. Elle m'en a parlé. Donc je pense que si vous voulez bien montrer la qualité de votre mémoire, vous avez bien vu tous les aspects, le rapport de la Cour des comptes est fondamental. Vous pouvez avoir la réflexion sur l'investissement immobilier qui vous intéresse, et pour valoriser votre formation finance, n'hésitez pas à réfléchir à ce domaine-là. Donc effectivement le CIT qui est l'élément d'actualité. Notamment celui de janvier 2018. Qui était consacré à l'investissement. Ça, vous le trouvez sur Internet, vous envoyez. Je vous enverrai le lien avec le rapport de la Cour des comptes. Voilà, et peut-être si on a les docs, Champs-Rousse, moi j'ai peut-être quelques éléments sur les CSI, mais vous pouvez essayer de me contacter si vous le faites. Champs-Rousse, c'est un bon exemple effectivement, de station qui veut passer à 100% du tourisme durable. D'accord. Alors moi j'ai noté jusque-là, donc j'ai l'AFTI, le rapport de la Cour des comptes, les CIT, notamment celui de janvier 2019 ou 2018. Oui, moi j'enverrai le lien. Et les documents sur Champs-Rousse ou sur les efforts que la station. Alors Champs-Rousse, il y a la Plagne aussi, j'ai été récemment informé. Je vais la Plagne aussi en dessous. Là, c'est peut-être le compte sur la Plagne, mais. Non, mais Champs-Rousse, c'est vraiment axé tourisme durable, parce que ça va même au-delà du tourisme. Parce que là, c'est vraiment économiser l'énergie dans toutes ses formes. Supprimer le maximum de transport routier. C'est un changement complet de modèle. Voilà, de modèle, voilà. C'est vraiment avec. On produit nous-mêmes notre énergie et on limite le maximum les mouvements de voitures, etc. D'accord. Et vous m'avez dit pour la formation finance, excusez-moi, j'ai mal. Oui, non, notamment développer vos réflexions sur l'immobilier, qui est un sujet à part entière dans ce domaine. Ah bah ça de toute façon, c'était vraiment. En fait, je sais pas si vous connaissez un peu Rémi Poirot, qui a été un gros promoteur justement à Avoria, avec qui j'ai pu travailler justement chez Pegas Partners, avec qui j'ai beaucoup parlé de ce sujet, qui a été le premier à me parler justement des problèmes de saisonnalité en immobilier, etc. Et on a vraiment commencé nos recherches là-dessus. Toute la problématique du foncier aussi, évidemment, qui, je pense, est presque... Elle n'est pas aussi intéressante d'un point de vue innovation et technologique que l'immobilier, parce que c'est pas dans le foncier qu'on va réellement faire, je pense, des gros progrès sur l'impact et l'empreinte écologique. Mais le foncier, donc la répartition des ressources de terrain limitées en montagne, est extrêmement intéressante. Et oui, j'ai déjà eu l'occasion un peu de regarder ça, et c'est vrai que c'est vraiment... Parce que les règles d'urbanisme, on limite maintenant l'expansion du foncier. Bah, rien que, je crois que les PLU, ils émettent plus de nouvelles zones construisibles. La réserve foncière, c'est
d'où ce qu'on disait tout à l'heure, l'équilibre entre l'innov et puis réhabiliter l'existant. Exactement, et c'est d'ailleurs Ça monsieur... dépend des stations. Quand il y a des stations, il y a beaucoup d'existants, alors que c'est difficile de recréer des zones constructibles. Voilà, c'est quasiment... Oui, ce que me disait monsieur Matisse aussi d'ailleurs, c'est qu'ils avaient été chanceux parce qu'ils ont eu un gros investisseur qui est venu en fait les aider, mais qui a permis en fait à chaque petite personne de se développer toute seule, plutôt que d'avoir... Et alors, c'est là où il me faudrait mon transcript de son interview à lui, mais il avait l'air de dire en fait que le fait qu'il n'y ait pas eu un énorme amas de capitaux qui soient venus dans la station pour prendre les rênes, on va dire, de l'hébergement et de tout ça, a permis à chaque individu en fait de se développer et de développer sa propre offre pour les touristes. Et il considère qu'aujourd'hui c'est un vrai facteur clé dans la persistance de Val d'Isère aujourd'hui. Parce que vraiment chacun peut adapter et chacun est beaucoup plus flexible en fait et adaptable vis-à-vis des changements. À l'échelle humaine, puis on parlait tout à l'heure de la Bresse, il y a le succès de petites stations comme ça, familiales, où les gens préfèrent aller plutôt que des mastodontes, des grosses stations. Déjà pour des raisons de coût, et puis d'aspect plus à l'échelle humaine. Plus écologique. Plus écologique. Oui, bah Certaines stations des Vosges, juste comme ça, même s'il y a moins de neige, les gens, voilà, c'est un tourisme plus familial. Les petites stations ont un avenir. Je pense qu'on ne peut pas du tout faire une segmentation trop systématique en fonction de l'altitude ou de l'importance économique de la station. Je pense qu'il peut y avoir une rentabilité d'investissement à toutes les strates, sous réserve d'une adaptation de la station. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que sur ces petites stations comme la Bresse, etc., elles ont toujours eu de toute façon des activités parce qu'il y a les amoureux de la nature aussi, tout simplement. Andorre, par exemple, alors vous, quand même, je suis allé il n'y a pas très longtemps, Andorre, quand on revoit sa stratégie, on est quand même plus dans du standing de haut de gamme qu'il y a dans les années 70. Dans les Pyrénées ? Dans les Andorre. Ah, d'accord. Principauté d'Andorre. D'accord. En plein Pyrénées, on voit par rapport il y a 20-30 ans, le respect de l'architecture locale, et que c'est comme ça qu'ils attirent beaucoup de Russes. Oui, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est aussi un sujet qui nous a tellement intéressés, c'est parce qu'on voit qu'il s'inscrit dans des logiques de fond qui touchent pas que le tourisme, qui touchent, je pense, aujourd'hui la société vraiment globale, sur le respect et la valorisation de toutes nos ressources, sans forcément les exploiter de manière indécente, et le fait de s'intégrer réellement aujourd'hui dans notre environnement et de créer une espèce d'harmonie, ça on le voit de plus en plus. Et je pense que les montagnes sont aujourd'hui des terrains extrêmement propices à cette réflexion qui sont vraiment la front line, la ligne de front sur cette problématique et sur ces changements, quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, peut-être un dernier point. Oui, voilà. bien sûr. Donc, on a des correspondants en montagne d'Atout France. Atout France est l'opérateur de l'État chargé de la promotion touristique. Ils ont un volet avec une équipe de consultants dédiés pour conseiller les stations de tourisme. Notamment, Atout France est partie prenante de FTI, en France Tourisme Ingénierie. D'accord. Il serait bon que vous puissiez contacter l'équipe montagne d'Atout France. Je crois qu'ils sont à Lyon. Donc, c'est monsieur Jean Berthier. Monsieur Jean Berthier. Jean Berthier, je vous passerai ses coordonnées peut-être. Avec plaisir. Et également, il a un collègue qui suit également avec lui. J'ai plus son nom en tête, ça va me revenir. Monsieur Charlot. J'ai plus son prénom en tête. D'accord. Donc Jean Berthier et Sylvain Charlot. Voilà, donc ce sont les deux on va dire, chevilles ouvrières d'Atout France. Qui sont en liaison très étroite avec toutes les stations de montagne, notamment des Alpes. Donc ce serait bien, bien sûr votre mémoire maintenant vous devez le rendre assez rapidement, si vous avez un rendez-vous à prendre, alors peut-être je ne sais pas si c'est à Lyon ou à Paris ou au siège d'Atout France, c'est quand même de les voir eux, parce que eux ils sont beaucoup plus que nous on est au niveau administration centrale un peu en surplomb, ils sont vraiment en contact direct avec les mairies, les municipalités, travaillent sur ces plans stratégiques un peu des stations, donc ils auront une vision de terrain qui à mon avis est très très utile. D'accord. Donc moi je peux écrire à monsieur Charlot ou à son collègue, vous dire donc que vous pourriez le contacter et qu'on est très favorable, enfin voilà, vous pouvez même, je vais vous donner les coordonnées,
vous pouvez les contacter en vous recommandant d'eux. Voilà, et moi de leur côté, de mon côté, j'écrirai en disant que vous souhaitez les recontacter et que ça va être très utile que vous puissiez les recevoir. Alors je ne sais pas si ça va changer maintenant, si c'est vraiment l'équipe montagne, mais s'ils ont un créneau, ce serait bien que vous puissiez. Bah, c'est vraiment très gentil de votre part. Je vous envoie tout de suite les premiers éléments que j'ai sous la main, la Cour des comptes, ça je l'ai, je vous l'envoie tout de suite. Génial. Puis après on complétera. Alors dernier point, puisqu'on est dans la référence, Ouais. on a publié, et d'ailleurs ça a été récemment actualisé, et je n'ai pas la nouvelle version, mais c'est précisément monsieur Charlot qui s'en est occupé. On a un guide de la rénovation de l'immobilier de loisirs en montagne. Voilà. Donc c'est plutôt axé sur les questions immobilières. Je ne sais pas s'il évoque vraiment le développement durable, mais ça vous montre toute la problématique de la rénovation de l'immobilier assez complexe. Le rapport est très bien, c'est un guide pédagogique pour les municipalités et il donne un peu toutes les pistes d'action sur lesquelles on peut agir pour innover. Je pourrais vous l'envoyer également. C'est une coproduction à tout France DG. Bah, j'irai voir au pire sur internet. Ouais, mais doit le trouver. Attention, il y a deux versions, une version 2015 et une version 2018 réactualisée. Version 2018, très bien. Si possible. Et alors, excusez-moi juste, je suis un peu gêné de demander ça, mais c'est vrai que comme j'ai été en contact avec Monsieur Ancelin, j'ai pas trop votre nom en fait. Jean-Pierre Maurice. J'ai pas ma carte de visite avec moi. Je mettrai en copie, Ouais, je mettrai ses coordonnées dans le D'accord. Je voulais la chercher tout à l'heure et en fait je suis à court de carte de visite. Je vous envoie tout de suite ces coordonnées. Voilà, vous me les je vous envoie un envoyez. premier mail là tout de suite après la réunion sur Ok. la Cour des comptes déjà, le CIT, et puis on complétera en fin de semaine les autres éléments. Bah, c'est Si magnifique. vous avez besoin d'autres trucs, Bah, franchement, je vous remercie, vous avez été une... Gros travail, je beaucoup vous de services. Oui, on a un gros... Bah là, j'ai... heureusement, vous j'ai envoyez fini un mon mémoire, stage. ça vous intéresse? Bien sûr, mais je compte l'envoyer à toutes les personnes que j'ai interviewées. Je pense que ça les intéressera aussi de savoir quel est le résultat final.